bonjour à tous sur le Jump Seat, Frédéric Hert, et je suis aujourd'hui avec l'archidiacre François Leminck, fidèle au poste. Merci François d'être revenu, tu étais dans le métavers, on a eu un petit peu de soucis là pour te récupérer, mais voilà, tu es revenu à temps dans notre dimension, c'est parfait. Ouais, On va parler aujourd'hui d'un truc assez extraordinaire, tu vas nous dire ce que tu en penses, le X-Bat, qui est une production américaine dans la grande série des drones de combat, c'est le petit dernier qui arrive qui a été présenté par je pense qu'on peut appeler ça une start-up qui s'appelle Shield AI comme intelligence artificielle, je suppose, qui va faire un petit peu de bruit, enfin qui a commencé déjà à faire du bruit, puisque c'est une proposition de drone de combat, donc à décollage vertical. Celle-là, on ne nous l'avait pas faite encore. C'est intéressant parce que François, on a déjà beaucoup parlé ensemble dans le passé des avions à décollage vertical, des avions de combat. On avait vu que ça marchait pas très très bien. Il y avait eu quelques exemples fameux. Et pourquoi d'ailleurs ça marchait pas très bien ça... On va regarder par exemple l'image du Pogo, qui est un peu symptomatique de ces tentatives des années 50. Pourquoi le décollage vertical pour les chasseurs a été un grand bon, foutoir pendant bon, si longtemps? la première idée qu'ils ont eue, c'est celle que nous en avait déjà parlé dans une autre vidéo, où ils mettaient l'avion à la verticale en se disant l'hélice ou le turboréacteur suffiront à soulever la machine. Sur le pogo que l'on voit là, en fait, les hélices étaient contrarotatives, donc il n'y avait pas de souci. En fait, dès l'instant que tu as choisi de prendre une hélice, ça va déjà pas trop mal pour toi. C'est-à-dire que tu vas brasser suffisamment d'air pour soulever la bécane sans trop d'échauffement ou de vitesse d'éjection infernale et de température aussi, et surtout de puissance, faut pas oublier non plus. C'est-à-dire que la puissance pour soulever ce genre de bécane, c'est assez considérable. C'est ce qui permet d'ailleurs d'imaginer que l'on peut faire des vitesses importantes ensuite en croisière une fois qu'on a mis un moteur très puissant pour décoller à la verticale, c'est sûr. Donc effectivement, leur idée de revenir pour Shield AI, de revenir à la notion de tail sitter, comme on appelle ces machines, c'est tirer parti, s'ils y arrivent, du rapport poussé sur poids que les turboréacteurs fournissent aujourd'hui, à condition de les envisager avec post-combustion. Il faut quand même pas Mhm. oublier, hein. Donc, ce point de vue-là, on va en reparler, mais il y a à redire, je dirais. Donc le Euh, rapport poussé pourquoi en deux mots, donc tu as un réacteur qui va dire, on va dire qu'il fait 8 tonnes qui fournit 8 tonnes de poussée. Le but de la manip, c'est d'avoir l'avion qui fait moins que ces 8 tonnes c'est pour que clair. le Oui. pour que tu aies de la marge pour décoller verticalement. Oui, tout à fait. C'est déjà le minimum. C'est d'ailleurs l'une des très, très grosses limitations de ces machines, qui est que tu ne pourras quitter le sol que lorsque tu seras plus léger que la poussée. Donc, d'un certain point de vue, tu n'as aucune marge concernant des augmentations de masse ou des potentiels de croissance de la machine ensuite. C'est clair? Sauf à faire croître aussi le réacteur. Oui, bien entendu, mais augmenter la poussée d'un turboréacteur, ça se fait pas en claquant dans les doigts et Mhm. ça demande pas mal de développement, hein, et pour souvent pas grand-chose. Alors qu'alourdir un avion, ça se fait très facilement. Ça se fait plus facilement, je dirais. Soyons modestes. Oui, un point important donc sur les chasseurs là dont on a parlé. Donc ce Ryan X-13 qui est à l'écran, qui rappelle furieusement donc le drone de combat dont on va parler aujourd'hui. Mais le point commun entre le Pogo et le Ryan, c'est la présence quand même du pilote à bord qui complique un peu la situation. Et en faisant un drone, on Oui, évite totalement cet écueil. tout à fait. Alors, dans les deux cas, les pilotes étaient complètement basculés. Le siège éjectable basculait de telle sorte que le pilote n'est pas la tête en bas déjà. Donc, et puis surtout, le fait qu'il basculait faisait que la planche de bord elle-même était un petit peu gênante pour le basculement. Et puis, ils avaient des vitres dans le plancher pour essayer de voir vers où ils se dirigeaient. Et dernier obstacle, hein, ils avaient beaucoup de mal à connaître leur altitude. Durant tous ces vols d'essai, hein, puisque c'était toujours des machines expérimentales, il y avait un hélicoptère à côté d'eux pour leur dire à la radio à quelle distance ils étaient de l'impact. Mhm. Alors le X-13 a la caractéristique qui est celle aussi du X-BAT, qui est de ne pas chercher à se poser par terre, mais essayer d'accoster une planche verticale. Donc ça, faut reconnaître que c'est déjà un petit peu plus subtil, je dirais, par rapport à l'atterrissage vertical. Bien que malheureusement, ça demande une installation assez forte, quoi. On C'est peut c'est plus pas. subtil, mais ça ouvre des Ouais. horizons quand même.
tout à fait. Mais il faut du matos en plus, quoi, pour se poser. Oui, le gros souci donc de la machine pilotée, c'est qu'effectivement, on demande au pilote de faire une marche arrière sur un avion qui est quand même très compliqué à piloter déjà à la base. On lui demande de Ouais. revenir en marche arrière vers le sol alors qu'il n'a aucune visibilité, hein. C'est bien Tout à ça. fait. Donc le X-BAT qui n'a pas de pilote et qui n'a pas de nerf pourrait logiquement, avec suffisamment de capteurs, effectivement faire ça de façon automatique. Ce que je voudrais quand même voir aussi sur le X13 qui est ici, c'est qu'on voit des entrées d'air qui expliquent que le turboréacteur quand même brassait pas mal d'air hein, pour se tenir verticalement. Il est parfaitement net que plus le turboréacteur a une vitesse d'éjection forte, et plus ça va faire beaucoup de dégâts dessous. Donc en fait, finalement, eh bien, ces gens-là arrivaient sur des pistes, l'air de rien. Ils n'arrivaient pas dans une clairière avec des branchages et des petites feuilles mortes, hein. Ils arrivaient dans des endroits relativement protégés. C'est pour ça que sur le XBAT, on voit une plaque de protection qui est probablement le minimum vital pour qu'il n'y ait pas trop de projection, quoi. Le déflecteur de jet, oui, comme Oui. sur un porte-avions. Mais l'avantage de la planche, c'est que tu peux la faire monter en théorie aussi haut que tu veux, finalement, et laisser quand même pas mal d'espace libre sous la tuyère de l'avion. En théorie, oui. Si tu as des soucis concernant des projections de débris, oui, tu pourrais monter, quitte à avoir une plateforme spécifique. Effectivement, tu pourrais décider de la monter avant de mettre en route le turboréacteur, oui, bien Mhm. sûr. Ça peut se faire, ça. Donc voilà, on a vu il y a Ah oui, 60-70 ans, on avait déjà essayé cette idée de décollage vertical pour un chasseur. On a vu que le pilote, ben, la manœuvre hein, de pilotage qui consistait à revenir se poser était quand même très très compliquée. C'était pas à la portée de tout ouais, le monde et ça demandait quand même une sacrée organisation. Et donc l'idée de confier ça à des automatismes. Elon Musk a récupéré plus de 500, je crois qu'il a dépassé le cap cet été, de plus de 500 fusées récupérées qui sont revenues sur Terre et qui ont été récupérées. Donc, on voit que c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui entré dans les mœurs et qui est tout à fait réalisable, un automatisme qui permet de revenir se poser à la verticale. tout à fait. Le premier tail sitter opérationnel, c'est effectivement, enfin, non, excuse-moi, il doit y avoir aussi des petits drones à hélice qui se posent verticalement, peut-être avant Musk. Mais la Bien Falcon sûr. 9, la Falcon 9 est une tail sitter, absolument. Et Oui. ça marche très bien, tout à fait. Donc, il s'agit d'avoir suffisamment de calculateurs et de processeurs à bord et de capteurs pour faire le boulot. Cela dit, ça n'enlève rien sur les vitesses d'éjection du turboréacteur. Tu parlais de petits drones tail-sitter. Bah justement, là, on voit le VBAT, donc, qui est un produit de la société Shield AI. C'est Hmm. sa première production et c'est le cas, c'est tout à fait, on est tout à fait dans ce cas-là puisqu'on a une hélice propulsive, carénée d'ailleurs à l'arrière, avec un atterrisseur minimaliste mais qui suffit pour faire le boulot. Et donc ça décolle et ça se repose à la verticale. Donc ça, c'est la première Mhm. production de cette société. On dit que cet engin a été utilisé en Ukraine aussi d'ailleurs. Et donc cette société développe le concept du décollage et de l'atterrissage vertical pour proposer son drone de combat. Cela étant, cette bécane-là, elle est beaucoup plus légère et bien sûr, elle utilise une soufflante. Donc l'air éjecté est clairement froid et moyenne vitesse, quoi. Donc effectivement, c'est simple et de bon goût ce genre de machine, oui, tout à fait. Cela dit, quand on regarde la voilure, on a déjà une petite idée de la masse du système de propulsion arrière, puisque la voilure quand même est située au centre de gravité de la machine. Mhm. Donc ça donne une idée de la masse de l'atterrisseur, de l'hélice, du moteur et de la Et des carène. capteurs à l'avant. Ouais. Alors effectivement, oui, alors possible que les capteurs soient très légers, c'est pour ça qu'on les a mis si loin en avant. Mais Mhm. le fait est que ce genre d'analyse, ça permet de se faire une idée des répartitions de masse. On voit donc l'engin sur sa remorque avec la rampe à la verticale, enfin pas tout à fait à la verticale, mais qui est en train de passer à la verticale. On voit l'espèce de déflecteur de jet à la base. On voit c'est quand même un gros crapaud, hein, ce Ouais. drone, et on en parlera tout à l'heure parce ils ont des ambitions de performance assez élevées. Et puis sur le côté, on voit les différentes applications qui peuvent découler de cette solution technique. Donc on a de l'emport sur bateau, on a des installations à terre, sur porte-avions. Enfin voilà, tout est possible, tout est envisageable, comme disait l'autre. C'est la beauté d'une empreinte au sol assez minimaliste, hein, finalement. Oui, alors attention, hein, dès l'instant que tu es sur Terre, ça va encore, la plateforme ne bouge pas, tu ne dois affronter que le vent.
Donc en fait, a priori, déjà, la machine doit plus ou moins être face au vent, ce qui veut dire que ta plateforme de récupération, elle doit quand même être un petit peu réactive à ce qui se passe autour. Lorsqu'il s'agit d'aller sur un navire, tu rajoutes tous les mouvements propres du navire, qui fait que bon, la machine va viser une plaque verticale, certes, mais une plaque verticale qui est quand même assez mobile. Et donc, ils couperont pas à mettre de sérieux amortisseurs pour arriver à attraper le truc, hein. Si on repense à Elon Musk, hein, enfin je ne connais pas le pourcentage, mais il y a énormément de ces retours sur Terre qui se font sur des plateformes en mer aussi, hein. Donc sur une plateforme qui tangue et qui roule. Oui, mais enfin, je sais pas par quelle force ils Oui, autorisent le tir pour une récupération sur la plateforme, hein. oui, oui, bien sûr, il y a des limitations. Euh, et puis c'est une plateforme très plate, donc après, d'accord, elle doit bouger. Non, c'est pas un escorteur ou un porte-avions qui doit faire sa mission par tous les temps, compte tenu des impératifs militaires. Surtout la récupération. Sur cette image, on voit le scénario d'une mise en œuvre avec Tout un à beau fait. décollage au crépuscule, dans la pampa, donc hein, au milieu de nulle part. On voit que l'idée aussi, en regardant la vidéo, c'est un peu l'effet Spiderweb, hein, avec ces drones qui ont décollé de camions de semi-remorques à côté des bases russes. C'est l'idée de transporter cet avion dans un conteneur assez anonyme sur un poids lourd, les ailes repliées, et puis arriver au bon endroit au bon moment. On ouvre le conteneur, les ailes se déplient et le bidule s'en va, quoi. Oui, mais enfin là, tu parles de science-fiction. Tu vas pas faire rentrer cette machine On en parle depuis le début. dans un conteneur de 2,50 m par 2,50 m. Ça m'étonnerait, hein, ça rentrera Non, pas. non, 40 pieds, un conteneur de Un 30 ou 40 40 pieds, non, je pieds. te parle de Ouais. la largeur. Oui, oui. Non, non, mais tu verras sur la vidéo, hein, la voilure est repliable Oui, j'ai vu et qu'elle était repliable, mais voilà. dès l'instant qu'on parle d'une machine qui fait 12 mètres d'envergure, non, ça va être un conteneur un peu particulier, hein, ça sera quand même un convoi exceptionnel. Cela dit, j'ai regardé sur la vidéo en combien de temps la bécane passe le haut de sa plateforme. Elle met environ 2 secondes pour partir. 2 secondes pour partir d'une plateforme de 8 mètres de long. Il faut 0,4 G d'accélération. Comme les moteurs poussent 12 tonnes, puisque c'est des F100 environ, ça donne une idée, la machine ne peut pas dépasser 8 tonnes. Il y a d'autres raisons pour qu'elle ne dépasse pas 8 tonnes, c'est qu'à mon avis, il est hors de question de revenir se poser, en tout cas à ponter, avec une PC partielle. Il faut Mhm. arriver en plein gaz sec. Et donc, la bécane au retour ne peut pas dépasser les 6-7 tonnes. Oui, parce que là, c'est un gros morceau, effectivement, on va en parler. Donc, c'est pas n'importe quel réacteur et c'est pas Ouais. n'importe quelle contrainte aussi qui vont découler de ce choix. C'était vraiment un moteur militaire, c'est un réacteur F100 qui équipe le F16 ou le F15, hein. Alors, il faut quand même bien se rendre compte des choses. Un F100, c'est quand même un bidule qui fait 1,7 tonne. C'est un bidule qui fait presque 5 mètres de long. Là, on le voit avec sa tuyère fermée, c'est-à-dire dans sa position plein gaz sec. Mhm. La tuyère, lorsqu'elle est pleine PC, elle s'ouvre, elle se dilate un peu. D'ailleurs, quand on voit la vidéo de décollage que Shield AI a publiée, on voit clairement qu'ils se sont gaufrés, c'est-à-dire qu'ils ont laissé la tuyère en position fermée, alors que avec la PC, forcément, elle est ouverte. Mais enfin, c'est un détail. Pour faire des économies sur la vidéo, ça. Ouais. Oui, ou simplement, ils ont laissé l'artiste travailler. Le fait est qu'il n'y a pas beaucoup de distance entre le plan d'entrée moteur et l'entrée d'air tout court de la machine, hein. Il y a à peu près 2,50 m, 3 mètres à tout casser. Donc, lorsqu'on vient me dire que l'avion va être discret, oui, Ça va être compliqué. Parce peut-être que qu'il va être discret, oui, Parce que l'idée, donc, c'est de masquer les premières clairement, oui. aubes du réacteur, donc qu'elles ne soient pas C'est visibles de l'extérieur aux ondes radar, hein. c'est l'une, oui, tout à fait. C'est l'un des procédés, c'est de couder l'entrée d'air de telle sorte qu'on n'arrive pas à voir le moteur depuis l'extérieur. Sur 3 mètres de l'eau, c'est peine perdue, donc il faudra mettre d'autres dispositifs assez encombrants pour arriver à masquer le moteur s'ils y arrivent. D'autre part, le moteur a tout intérêt à pousser le maximum possible au décollage, puisque c'est ça qui va limiter la masse au départ.
Donc il faut des entrées d'air. L'entrée d'air de vol ne suffit pas. Il faut des entrées d'air additionnelles, c'est-à-dire ce qu'il y a sur tous les avions de combat, c'est des trappes supplémentaires qui s'ouvrent sur les côtés pour arriver à admettre de l'air en plus, surtout compte tenu du fait qu'ils ont une ambition supersonique, donc ils Mhm. sont obligés d'avoir des entrées d'air assez fines, des lèvres d'entrée d'air assez fines. Bon, alors tous ces éléments-là, on les voit pas là, bien sûr, sur cette image qui démontre que tout va bien. Oui, oui. Qui montre aussi d'ailleurs des gouvernes de direction, enfin sur la Quatre, oui. voilure, des gouvernes très très proéminentes, hein, qui sont pas très furtives pour le coup, avec des Euh, cassures entre la partie mobile et la partie fixe de la voilure. oui, c'est étrange, Ouais, effectivement. ouais. Je sais pas. C'est une œuvre d'artiste, on va dire. Ah oui, voilà, c'est ça. J'imagine pas que ce soit des gouvernes avec des effets de fente, parce qu'à ce moment-là, c'en est Oui, fini de la signature. oui, Donc, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu représenter là précisément. A priori, la bécane a besoin de 4 gouvernes au minimum. oui. Tu parlais de l'entrée d'air tout à l'heure, on n'a pas évoqué la taille aussi de l'entrée d'air qui va jouer contre sa discrétion radar, mais effectivement, quand on regarde un F-16 ou un F-15, c'est quand même ce sont des entrées d'air assez massives. Tout à fait. Et ça va contre aussi j'allais dire la mode, mais contre les choix à peu près admis pour en matière de drones de combat, qui sont des lèvres, des entrées d'air très fines et le masquer le plus possible. Oui, tout à fait. Disons que tu pourrais à la rigueur avoir un petit peu d'arrondi sur les entrées d'air si tu veux pas aller en supersonique. Mais le fait qu'ils annoncent le supersonique, remarque, quand une machine fait 8 tonnes et que le moteur à l'arrière pousse 12, ça se trouve, il y a beaucoup de choses qui sont supersoniques pendant pas très longtemps. Il faut voir Mhm. aussi la quantité de carburant qu'il y a là-dedans. Ils annoncent un rayon d'action de fou furieux de 2000 nautiques, ou même plus d'ailleurs. Tu Non, c'est pas un rayon t'aperçois, d'action, hein, oui, oui, c'est une distance autonomie, franchie. hein. Le rayon Oui, une d'action est de distance franchie. 1000 nautiques. Ouais, 1000 nautiques de rayon Voilà, d'action. Et c'est c'est ça. déjà énorme. C'est Sachant que énorme. c'est Alors, une machine très compacte dans laquelle il faut mettre donc ce moteur qui fait 5 mètres. Il va falloir mettre des soutes à munitions, du carburant. Enfin, exactement. Et ça un va être système compliqué. d'armes. Et un Et un système système d'armes. d'armes, ouais. Disons que ce genre de machine, malgré tout, elle a quelque chose pour elle, c'est qu'elle a une bonne finesse de vol. À partir de l'instant où tu as de l'envergure, où tu as quand même très peu d'aspérité, si je puis dire, sur la machine, tu peux avoir une finesse entre 12 et 15. Mais faire 2000 nautiques en ligne droite, forcément à haute altitude, il faut pas oublier, là, ça demanderait, là encore, facilement 2 tonnes de carburant pour le faire, compte tenu d'une masse, mettons, au départ, de l'ordre de 8 tonnes. On voit sur cette image l'intégration des réservoirs de carburant. Ce qui est Mhm. étonnant, c'est que c'est tout dans le fuselage, il n'y a rien dans la voilure, hein. Bah, la voilure est repliable, donc ça se trouve, ils ont fait le. Quand tu regardes le fuselage, il est quand même très très ventru. Mhm. Donc en fait, ils ont fait un choix délibéré de dire on fait un aménagement de fuselage et on laisse tomber la voilure. C'est pas forcément idiot compte tenu du fait que la voilure de toute façon va pas avoir beaucoup de cordes, elle va pas avoir beaucoup de volume. Mhm. À la limite, oui, pourquoi pas. Tu passes des servocommandes électriques sur la voilure et du coup, bah, tu fais le repliage tranquillement. Puisque t'as plus de circuit, tu pratiquement plus de circuit à faire passer. Ça peut faire partie des choix de bon goût, si je puis dire. D'accord. On voit quand même que ils ont mis du carburant absolument tout autour du réacteur. Ah, Euh, ça, c'est un peu ils, obligé, hein, oui. ouais, ils en ont Disons mis que pas. Oui, oui. quand il y a 8 mètres de long, carburant, le moteur fait 5, bon, c'est cuit, hein. Il va y avoir du carburant un peu partout, y compris au niveau du moteur, oui. Le point positif de ce décollage vertical, c'est qu'aussi on gagne du volume en se privant de train d'atterrissage. On gagne du volume et de la masse aussi d'ailleurs. Oui, oui et non. De toute façon, faudra bien voir comment ça va finir cette histoire. Tu vois, le X13, il avait finalement des patins pour arriver sur la plaque. La difficulté, c'est d'enclencher. Soit tu vises véritablement qu'il y ait des verrous qui enclenchent des structures, hein, des ferrures qui sont directement dans l'avion, ou bien tu demandes à l'avion d'arriver grosso modo et de poser son nez quelque part et puis ensuite de s'appuyer sur la plaque. Ça dépend quelle est la précision que tu as en termes de pilotage pour te poser. Mhm. Tu vois, par exemple, Elon Musk qui se pose à la verticale avec son Falcon 9 sur une surface où il se gourrait d'1 mètre, ça ne changerait rien. Lorsqu'il va sur sa Mechazilla, là,
Ce sur, tour avec les bras. sur le gros lanceur. Alors là, déjà, tu t'aperçois qu'il vise une précision qui est déjà un peu meilleure, mais c'est beaucoup plus couillu, si je puis dire. Là, si tu veux un véhicule opérationnel tout temps, par exemple, ou qui est capable d'affronter des vents ou des pluies modérées, je ne sais pas si tu vas avoir le culot de viser à aller sur des attaches fixes. Tu vas peut-être chercher quand même à avoir des patins. Mhm. Et si tu as des Bon, patins, bon, faudra sortir un truc. C'est quand même oui. beaucoup plus léger qu'un train d'atterrissage, faut reconnaître. Et ça prend moins de place. Est-ce qu'on peut imaginer parce qu'il y a des gros enjeux donc de limitation de masse pour ce décollage vertical justement. Mm. Donc on va penser aux matériaux composites pour la structure de cet appareil, enfin la Oui, proue peut-être aussi. tout à fait, oui. Est-ce que c'est compatible avec l'accrochage un peu viril sur une plaque comme ça en vertical? Bah, c'est là aussi, si tu vises à ce qu'il y ait des attaches qui attrapent des ferrures dans l'avion, remarque, les bras qui attachent peuvent être dynamiques. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien être guidés pour aller chercher les attaches. À ce moment-là, pourquoi Mhm. pas? Mais si ces attaches sont fixes, effectivement, la moindre anicroche où tu raclerais le fuselage un petit peu de traviole et tu te retrouves à contrôler ta structure carbone. Donc, c'est pas forcément très intéressant non plus. On connaît l'importance aussi du fini de surface sur la furtivité, hein. Il faut quand même qu'il n'y ait pas Tout à fait, oui. C'est de pour ça moindre. qu'à la limite, moi, j'aurais tendance à dire, il y aura peut-être plutôt quand même des petits patins qui sortiront, Mhm. sans que ce soit dramatique en masse, il faut bien l'admettre, puisqu'ils prennent pratiquement pas d'efforts, sauf lorsque tu viseras une application marine et où là, les patins devront amortir des coups de roulis du bateau et autres, où là, ben, finalement, on s'apercevra que ce serait bien d'avoir un petit amortisseur. Oui, ou des pare-battages, des grosses bouées quoi, sur la plaque. Oui, donc il pourrait y avoir des frais pour la version marine. On a évoqué tout à l'heure la vitesse supersonique, donc qui fait partie des ambitions de Shield AI avec cet appareil. Tu vas me corriger si je me trompe, mais j'avais gardé le souvenir que l'aile volante et la vitesse supersonique, ça faisait pas bon ménage. Est-ce que tu confirmes ça et est-ce que tu peux Ouais, nous ouais. expliquer pourquoi et comment? Bah, déjà, quand tu vas en supersonique, l'écoulement sur l'avion est complètement différent. Et le fait est que la stabilité en lacet se dégrade à mesure que le Mach augmente. C'est pour ça que tu vois fréquemment sur des avions qui étaient prévus pour quand même plus que Mach 2, hein, tu vois apparaître des quilles anti-roulis qui fleurissaient après des essais en vol où on se disait tiens, ben, faudrait peut-être améliorer un peu le roulis. Pour cette machine-là, s'ils ont fait le choix de pas de dérive, après tout, très bien, hein, faut assumer. Tu dois pouvoir t'en sortir grâce à la tuyère vectorielle. Alors pourquoi? Bah parce que quand tu es en supersonique avec ce genre de bécane, le moteur il pousse quand même très fort. Et donc la vectorisation latérale de la tuyère pourrait faire du lacet. Mhm. C'est la seule sortie que je vois par rapport au fait qu'effectivement une aile volante en supersonique, no way, normalement. C'est une savonnette, sinon Oui, oui. exactement. Déjà en subsonique, c'est une savonnette. Alors en supersonique, Tu viens de parler d'ailleurs de la tuyère vectorielle, on n'a pas évoqué ce truc-là. Shield AI compte beaucoup là-dessus aussi pour diriger son appareil pendant la marche arrière, hein, pour revenir se poser, oui, pour lui trouver le point d'équilibre qui lui permet de descendre bien à la verticale. Mais ça, c'est pas gratuit, hein, la tuyère vectorielle, ça pèse en termes de tout masse, à de, fait, de oui. volume Ouais. aussi. Hmm. Donc c'est une Alors, grosse épine dans le pied supplémentaire. Alors là, typiquement, ce serait la tuyère vectorielle russe, hein, c'est-à-dire celle qui pilote en 2D, une tuyère qui par ailleurs est capable du supersonique. C'est pas du tout les tuyères 1D que tu trouves sur le F-22 par exemple, ni même la tuyère du F-35B qui Mhm. elle a une cinématique complètement différente. Donc c'est la solution russe qui serait utilisée dont je ne sais pas si les Américains ont fait des essais, j'arrive pas à me rappeler s'ils ont fait des essais ou non de ce type de cinématique sur les avions de la NASA. J'en suis pas si sûr. Je sais qu'il y avait un F-16 EMA TV. Il me semble qu'il y avait une coopération américano-russe là-dessus, sur ces questions, justement, qu'un bureau d'études américain était venu voir un petit peu ce qui se passait à la grande Ouais, époque, après, ouais. autour des années 2000. Alors cette coopération, elle a eu lieu surtout sur la tuyère basculante du F-35B.
où ils ont effectivement été voir comment fonctionnait le système du Yak 141. On va vous mettre une photo de la tuyère du Sukhoi 30 avec les deux tuyères qui disent, l'une qui dit merde à l'autre. Ouais, elle louche un peu, Euh, ouais. Elle louche un peu, ouais. 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 Non, mais c'est un système très, très subtil, hein, le système russe. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis les manœuvres Pogatchev, enfin, toutes sortes de galipettes que les Sukhoi 30 ou Sukhoi 27 ont fait durant les meetings aériens, où quand même les gens étaient un peu surpris de la capacité de pilotage en post-décrochage. Là, et les Mhm. Russes ont sorti un truc qui était quand même plus subtil que le F1, celle du F-15 SMTD. Subtil et en Claire. même temps assez simple et Oui, relativement tout à léger fait. par Non, non, rapport mais au... justement, c'est subtil. C'est-à-dire que tu Ouais. utilises des vérins qui sont déjà là en partie pour autre chose, pour le pilotage de la tuyère et de la section. Donc c'est, non, non, c'est bien foutu. Par rapport à l'usine à gaz, sans jeu de mots d'ailleurs, du F-22. Par contre, tu dis adieu à une certaine discrétion. C'est-à-dire que c'est forcément des tuyères axisymétriques. Donc, ok, tu vas leur mettre des petites dentelures à la sortie, façon F-35B, mais ce sont des tuyères Mhm. axisymétriques. Donc, Oui. la signature arrière, elle est ce qu'elle est, quoi. Un petit peu Et plus. radar et infrarouge. Radar, c'est certain. Infrarouge, de toute façon, dès l'instant que tu as une tuyère de ce type-là, enfin, c'est pas la forme du jet qui va changer grand-chose à la Mhm. puissance du carburant qui sort à l'arrière. Mhm. Les mégawatts thermiques de sortie, tu peux rien. La seule façon de diminuer ça, c'est de diluer avec de l'air. Et là, clairement, ils vont pas le faire. Ils vont utiliser des F100. Donc, c'est des moteurs assez peu dilués quand même. Mhm. D'ailleurs, je D'accord. pense que ces F100, dans les 28 millions, c'est ça, 28 ou 26 millions de dollars dont ils Dans parlent. ces eaux-là, oui. Oui, oui, ou Ouais, 27 peut-être même, oui. Oui, oui. voilà, j'étais entre les deux. Je pense que les F100 seront des F100 d'occasion. Si ça se trouve, le F100 fait Mhm. pas partie de la facture. Mhm. Parce que quand tu vois ce que coûte un F100, je dirais que 10 ou 15 millions de dollars, ça doit être l'ordre de grandeur. Mhm. Donc, je vois Ouais. pas comment on ferait le reste de la bécane pour ce prix-là au total. Je crois que le F-135 du F-35, justement, a été cité à 20 millions de dollars. Donc, Voilà, ouais, c'est un acteur d'un niveau encore supplémentaire. Et quand tu parles donc de ces chiffres, 26, 27, 28 millions de dollars, c'est le chiffre qui est annoncé, le coût de la bécane, comme tu dis, annoncé par Achille Laï. Dans ce domaine-là, comme dans bien d'autres, de toute façon, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Donc, tout à fait. on peut toujours citer un chiffre aujourd'hui sur un avion de papier, hein, Tout à fait. Non, mais ce sont des ça gens qui marcherait sont quand pas. même. Ils ont fait voler l'autre drone avec une soufflante, où à la limite, ils ont une crédibilité sur l'atterrissage vertical tel Sitter. Là, ils changent complètement de braquet et ils changent aussi d'interlocuteur. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris quelle était l'équipe Trump qu'ils avaient en face d'eux. Ils ont bien compris quelles étaient les motivations de ces derniers mois et ils se disent on va surfer sur un truc où personne Sur la vague, on va surfer. où tout le monde va croire au petit chaperon rouge. Tu parlais de crédibilité, la société aussi est porteuse d'un logiciel Hivelink, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle ce logiciel. HiveMind, Hivemind, ouais. Qui donc a été repris par General Atomics pour une utilisation dans son projet de drone de combat déjà. Donc voilà, il y a une très forte crédibilité aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de lignes de code dans ces appareils, donc il y a une très forte crédibilité dans ce domaine de la petite société qui a été créée en 2015, donc il y a 10 ans. On peut se demander d'ailleurs si c'est pas en premier lieu des fournisseurs de code qui après fabriquent une enveloppe autour de leur cerveau plutôt qu'autre chose. ouais, c'est pas impossible. Disons que déjà, effectivement, un système d'exploitation qui serait environ le même, quel que soit le drone qu'il embarque, pourquoi pas après tout. Ce que j'ai remarqué, ce qui n'est pas forcément inintéressant, c'est cette idée de réduire les flots d'échange entre les machines dans le réseau. C'est-à-dire que c'est certain que des drones de ce genre qui se veulent discrets, a priori, il faut aussi qu'ils modèrent un petit peu leurs échanges. Si on peut, s'ils peuvent arriver à faire un réseau maillé dans lequel finalement il se passe les infos d'avion à avion
plutôt que de passer par des satellites, par exemple, ou si ces avions arrivent à fusionner des données par rapport à ce que leur capteur individuel arrive à fournir, ça peut être des choses assez intéressantes. Disons que tout ce qu'on peut faire qui corresponde à une patrouille, ce qu'une patrouille peut faire en autonome, sans utiliser de satellite ou l'énorme toile du F-35B ou du F-35 tout court, ça peut être intéressant en termes d'efficacité et de résistance au brouillage. On évoquait le degré d'autonomisation des appareils. On voit là une illustration d'un tir de missile aérien. C'est un appareil qui est clairement tourné vers le combat aérien à longue portée, puisque ces soutes te permettraient en théorie d'emporter de l'AMRAAM ou des nouvelles générations de missiles à très longue portée. Il va falloir quand même les guider, ces missiles, il va falloir échanger des informations. Est-ce qu'il y aurait un radar d'ailleurs à embarquer sur ces drones? Ah oui, c'est la grosse question. C'est là véritablement, si tu veux, déjà la totalité de la pointe avant est occupée par l'entrée d'air, c'est parfaitement net. Les missiles, déjà géométriquement, ils font 12 pieds de long dans une bécane qui fait 26 pieds de long. Déjà, c'est le gros défi que de savoir faire une soute d'armement qui commence après le nez et qui finit avant la tuyère, quoi, pour se mettre ces missiles. D'autre part, c'est des missiles qui peuvent aller assez loin. Et la question, c'est de savoir sur quoi on les tire, c'est-à-dire comment on a fait pour détecter l'adversaire au moment du tir. Hmm. Évidemment, ça peut être aussi la démarche américaine qui consiste à dire je tire sur tout ce qui bouge devant et puis voilà tout. Les missiles trouveront leur cible, c'est possible. Démarche américaine ou pakistanaise, hein, soit dit en Oui, passant. Oui, ou chinoise, enfin oui. bref. Euh, Sino-pakistanaise, on va dire. Disons que effectivement, tirer une tétrachée de missiles et puis se dire il y en a bien un qui trouvera, ça peut marcher si on a une bonne usine quand même qui fabrique beaucoup de missiles derrière. Hein, faut pas oublier quand même. C'est des machines, les missiles eux-mêmes coûtent 1, 2 millions de dollars. Enfin bon. Ce qu'on voit sur d'autres images, c'est effectivement un AMRAAM qui se trouve sous la voilure, sous les côtés du moteur, mais on s'aperçoit qu'il n'y a quand même pas tant de place que ça. Hein. C'est-à-dire que quand Mhm. tu as mis le carburant, quand tu as mis les capteurs, quand tu as mis le moteur et la manche à air, tu t'aperçois que dans les dimensions annoncées, tu peux pas emporter grand-chose. Par contre, ce que tu vois aussi, c'est ils montrent une sorte de le demi Abrams. Il y a un missile courte portée de 6 pieds de long et je crois qu'il y a une image où on le voit effectivement. Il semblerait aussi qu'il y ait des armements qui sont emportés sous la voilure, hein, qu'il y ait des points d'emport prévus pour emporter du missile de croisière en Alors là, extérieur. oui, le missile de croisière, c'est beaucoup dire. Là, tu n'as quand même pas un truc très très gros non plus. Hein. Faut pas Oui, exagérer. Là, tu as une poutre qui se trouve juste à l'extérieur de la soute d'armement. Et puis, dans la soute d'armement, tu te retrouves avec oui. simplement deux autodéfenses. Et là, ça te donne une idée déjà de leur capacité maxi. Parce qu'en fin de compte, tu t'aperçois que les emports qui sont là-dessus, c'est du 400-500 kilos maxi. Ce qui veut dire que là encore, ce qui concerne le décollage vertical, si tu pars avec le plein pétrole, tu seras obligé de partir avec une limitation des armements, quoi. Mhm. Donc voilà, hein, l'image dans une configuration air-sol, donc avec des bombes guidées en soute, et puis soit un missile de croisière, soit un planeur disperseur JSOW en, Un seul, oui, sous la voilure. ouais. Je suppose un de chaque côté quand même pour ça sera plus simple à gérer au décollage, non? Je sais pas. Déjà, il faudra quand même bien faire gaffe du GSOF par rapport à la planche de départ. Hein. Il y aura quand même des gardes, il y aura quand même des gardes au sol à vérifier. Faut pas Ce que ça genre de, frotte, ouais. ouais, ce genre de machine peut-elle voler avec un tel déséquilibre en latéral? J'ai des doutes hein, quand même, effectivement. Si peut-être, faut voir. On voit Parce sur que, cette image l'énorme entrée d'air aussi, hein. ah oui, bien sûr, tout à On dirait fait. un requin-baleine, hein, à ce Oui, niveau-là, c'est ouais. ça. C'est ce qui fait qu'effectivement, c'est quand même assez compliqué de la rendre entièrement discrète compte tenu de la Oui. distance à la face entrée-moteur. Et puis bien sûr, Euh, il y a aucun coude qui apparaît là. C'est direct, le moteur est complètement dans bon, ben l'air. là, ils sont très discrets sur la discrétion, si je puis dire. Il faudra mettre un obstacle discret juste devant le moteur. C'est un système assez compliqué, assez encombrant d'ailleurs, et qui bouffe de la masse et du volume.
Je te demanderai de rester très discret là-dessus, d'ailleurs, Tout à fait, François, s'il te tout à plaît. fait. Alors, ce que je vois là aussi, je n'avais pas encore remarqué, effectivement, il y a quatre élevons et il y a aussi, comme d'habitude, un aérofrein ou quelque chose d'approchant qui fait qu'il y a bien les six gouvernes habituelles qu'il y a sur les drones américains supposés discrets. Après, j'invite tous les gens qui nous regardent à aller regarder sur le Jump Site les émissions qu'on a faites au Bourget, là, quand on est allé voir les drones de combat, les maquettes qui étaient présentées au salon, là, et celui d'Anduril et celui de General Atomics. On voit aussi Oui, que suivant le degré de finition de la maquette, il y a des lignes de force, enfin des gouvernes qui sont dessinés un peu au petit bonheur, la chance, pour faire joli, hein. Le dessin n'est pas du tout contractuel. non, Voilà. pas du tout, oui. Pour conclure, quelle note on lui donne de 1 à 10 à ce projet qui aura le mérite de nous avoir fait parler? Disons Et qui... que capacité à lever des fonds aux États-Unis, 9/10. ouais, 9 sur 10 à peu près, ouais, tout à fait. Cela dit, au niveau de la vidéo, je dirais un 7 ou 8 sur 10, parce que autant ils ont beaucoup réussi les images de décollage avec le coucher de soleil, ça c'était pas mal. Par contre, lorsqu'ils sont au niveau de la vue tactique, où on voit les drones qui avancent d'un côté, les quatre drones d'un côté qui tirent des missiles sur des cibles rouges de l'autre côté, là, franchement, c'est un petit peu pauvre, je dirais. Là, c'est un peu raté. Bon, bah, Non, mais ça, bon, c'est le passage obligé. Je vais prendre l'air de ouais, France, ça, tout à François. Mais fait. si tu montres un scénario réaliste, on ne voit rien, en fait, hein. Les cibles sont à 50 kilomètres les unes des autres et tu peux rien montrer. Donc, tu es obligé de concentrer dans l'espace et dans le temps toute la tragédie grecque. Donc, effectivement, c'est des gens Alors, ils ont une maquette en soufflerie. Ça, il faut pas leur enlever ça. Il y a une maquette en soufflerie qui a l'air d'être une maquette grande vitesse. Cela étant, il est très important sur ce genre de machine de commencer d'abord par une maquette échelle dans la soufflerie de Ames pour voir comment se comporte le foutoir à vitesse nulle et en situation de vent, y compris en présence de la plateforme. Donc, tant qu'on n'aura pas vu un démonstrateur échelle 1,5 ou l'équivalent qui fait effectivement un vrai vol sur une vraie plateforme pour démontrer la pilotabilité, Et la transition? et alors la transition, alors la transition de départ, dès l'instant que tu as mis la patate et que tu as mis 12 tonnes sur une machine de 8, Tu fais ce que tu veux. a priori, il y aura beaucoup de choses qui se passeront bien. D'autant qu'a priori, quand tu pars, la machine est en parfait état. C'est surtout ça qui est important. Par contre, pour un retour, plein gaz sec, hein, puisque là, il est hors de question de se poser avec la post-combustion. Le moteur, là, à latéraux, si je puis dire, il fera dans les 100 km de consommation carburant. Donc, il ne faut pas non plus que ça s'éternise. À latéraux, voir comment la bécane s'approche de la plateforme, ça méritera quand même une belle démonstration qui n'est pas du tout celle qu'ils ont sur le drone actuel, qui lui se pose par terre tranquillement sur du béton. On le voit sur la vidéo, hein, il y a un fort cabrage qui est Oui, très oui, bref oui. pour casser la vitesse et puis le mettre en position verticale. Oui, c'est ça, oui. Et puis Et pendant ce temps-là, c'est après que les ennuis commencent, quoi. même pendant le cabrage, les ennuis Ouais. peuvent commencer. Il faut que la tuyère soit quand même très très active hein, si on veut piloter tout ça, y compris en roulis, hein, parce que la tuyère, elle fera jamais le roulis. Donc il te faut absolument des jets puissants en bout de voilure pour faire le roulis. Des jets puissants en bout de voilure, tu as dit, donc ça veut dire quoi? Qu'il y aura des espèces de roll-post en bout de Là, voilure? oui, il faut des roll Oui. posts. Il faut un prélèvement sur le moteur qui envoie un jet d'air comprimé en bout de roulis, en bout de voilure, D'accord, pardon. Enfin, d'accord. excuse-moi, c'est la première chose que je ferais si j'ai été en charge de ce genre de projet. Tu as été Euh, contacté, non? Ah non, Non? non, 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 merci, non. Sans mince, façon. ils te Ah connaissent pas non. encore. Le roll-post, en deux Ouais. mots, on va expliquer ce que c'est, hein. C'est très présent sur l'F-35. C'est ce qui permet effectivement d'agir sur le roulis en mode atterrissage Tout à vertical. fait. C'est de l'air comprimé qu'on prend sur le dernier étage compresseur du moteur, qui est un prélèvement permanent d'ailleurs, de telle sorte que son temps de réponse soit extrêmement bref en bout de voilure. Il n'est pas question de faire un prélèvement intermittent dans la mesure où la régulation du moteur s'y oppose formellement. Donc Donc, il il y a est... de l'air comprimé en permanence et il y a un Oui, robinet pour nous qu'on ferme exactement, suivant le besoin. exactement. Et donc les jets pulsent dans un sens ou dans l'autre, et a priori, ça doit te permettre. C'est comme sur le arrière, hein. Hmm. Sauf que là, tu sais pas dans quel sens. Ah bah si, tu vas pousser dans les deux sens à la fois.
Et puis quand tu veux faire vraiment du roulis, tu choisis le sens qui te plaît. Voilà, c'est ça. Avec ce système-là, ça passera. Oui, François, bah donc écoute, oui. oui. Non, Bah donc, j'allais conclure, mais peut-être que tu avais peut-être qu'est-ce des qu'on choses à peut nous dire dire? encore. J'ai parlé de fait qu'ils vont utiliser des F100 d'occasion, parce Je- je- a oui. priori, il doit y avoir ce qu'il faut en matière de F100 en fin de vie. Hmm. Entre les F15 et les F16 aux États-Unis, ils vont Avec pouvoir y aller. plus de 5000 F-16 construits, oui, il doit y en avoir Voilà, quelques-uns donc qui ils vont traînent. Ouais. pouvoir y aller avant d'épuiser le stock. Et comme ce genre de machines vont être perdues en, je sais pas, en 200 ou en 500 heures, bah, la durée de vie du moteur, même en fin de vie, le moteur, c'est pas si bloquant que ça. Par contre, l'entretien de ces moteurs, ça va être du sport. Je reviens sur, et on va terminer là-dessus, je reviens sur la note de 1 sur 10. Donc on a évoqué différentes façons d'aborder cette notation. D'un point de vue général, sur l'idée même d'un drone de combat à décollage vertical comme ça, qu'est-ce que tu donnes comme note? Bah, justement, je viens d'en parler en termes de maintenance. Les Américains ont pour réputation d'avoir besoin de beaucoup de matériel pour déployer leurs machines. Jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est bien gentil d'envoyer un bidule sur un camion, sur un semi-remorque dans la campagne. Dès l'instant que tu commences à dire que tu vas installer des missiles RR dessous, que tu vas avoir un F-100 à l'intérieur, tu t'aperçois que il y a une ribambelle d'une centaine de personnes supplémentaires qui se pointent. Tu t'aperçois que bah, du coup, il faut installer une cantine, il faut quelqu'un pour faire les McDo, il faut un distributeur de Coca-Cola. Il y a plein de choses à rajouter Mhm. qui fait que est-ce que c'est vraiment déployable en grande campagne? Je sais pas trop. Une salle de muscu. Une salle du Mais muscu, etc. Voilà. bon, les Britanniques faisaient ça très bien hein, quand ils ont mis en service le arrière. Hein, ils se débrouillaient très très bien. Mais on était dans les années 70 et l'époque était un peu plus sobre. Mais ils arrivaient à faire des trains logistiques très, très ramassés et en voiture Simone, hein, ils allaient se balader dans la campagne allemande avec ça, ou même au Belize, voilà, ils avaient une empreinte logistique face au Guatemala, une empreinte logistique très, très limitée. Donc ils pouvaient, tu dis, avoir des flux de ravitaillement et de réapprovisionnement en missiles qui étaient raisonnablement efficaces. Oui, j'ai le souvenir d'une anecdote qu'on m'avait racontée au Belize, où effectivement ils avaient déployé deux arrières près de la frontière avec le Guatemala, parce que Hmm. c'était à l'époque de l'indépendance du Belize, en 76, je crois, 1900. Et donc ils avaient déployé deux arrières très très près de la frontière. Et la seule chose dont ils avaient besoin pour assurer l'aller-retour des avions, qui avaient gardé assez de pétrole pour faire l'aller-retour, mais c'était juste quelques dizaines de litres d'eau distillée pour le réacteur, Tout à fait. pour l'injection d'eau. Donc ils étaient avec leur bidon d'eau distillée et ils avaient fait le plein d'eau distillée pour les avions. Et Et ils avaient même expliqué à quelques militaires qui étaient autour d'eux, c'est des farceurs, oui. ils avaient mis une pilule je crois, de médicaments de paludrine contre le malaria, ou un truc comme ça. Ils avaient mis ça dans le réservoir en expliquant. Il y avait des officiers de renseignement guatémaltais qui étaient là, qui traînaient en civil dans la petite foule de civils qui étaient dans les avions. Et ils leur avaient expliqué que c'était une pilule qui transformait l'eau en kérosène. Donc ils avaient mis de l'eau distillée, ils avaient rajouté la pilule et les avions étaient repartis. Et les mecs étaient rentrés chez eux en expliquant à leur hiérarchie que voilà, les Anglais avaient des pilules qui transformaient l'eau en kérosène. Mais c'est une histoire vraie. OK. Avant de nous quitter, je vais ressortir ce numéro de Planète Aéro, puisqu'on l'avait fait Ah, ensemble, François. Hein. C'était le numéro un de souvenir, Planète Aéro. souvenir. Excellente revue. Mars, avril, mai 2022, on était jeunes à l'époque. Ah oui, on était jeunes. Moi, j'avais des cheveux Et encore. oui, bien sûr. Et puis tu faisais le semi-marathon de Paris aussi. Et donc, voilà, non, non, mais tu avais Tu, très, très bien expliqué tous les enjeux. tu veux parler de ça? Oui, voilà, non, mais tu avais remarquablement expliqué les enjeux, les difficultés, les solutions techniques du vol vertical. Je le relis Tout à fait? Ouais. pas tous les soirs, mais au moins une fois par semaine. Ouais. Bon, alors tu connais tout par cœur. Bah non, parce que je le relirai pas sinon. Merci François pour Mais je toutes t'en tes prie. explications, ta présence, ta bonne humeur. Et puis, je te laisse À- repartir dans le métavers. oui, À ouais. bientôt. À bientôt.